Qu'est-ce que la quête de sens au travail ? Pourquoi est-ce une des préoccupations principales des salariés aujourd'hui ? Et est-ce que ça a toujours été le cas ? Moi, ce que j'aime avec cette question de la quête de sens, c'est qu'au final, elle mobilise les foules. Elle questionne notre rapport au travail, ce qu'on y cherche et aussi ce qu'on y trouve. C'est pour parler de tout ça que je reçois Marc Loriol. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous êtes sociologue et directeur de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur récemment de L'addiction au travail, de la pathologie individuelle à la gestion collective de l'engagement, aux éditions Le Manuscrit. Et vous êtes aussi, d'ailleurs, en train d'écrire un livre sur l'histoire du rapport au travail. Tout à fait. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Pour commencer, on a plein de choses à se dire, mais d'abord, je voulais donner la parole aux auditeurs. Et Adrien est allé à leur rencontre pour savoir si eux aussi sont en quête de sens dans leur travail. On les écoute. Du sens, c'est vaste. Je pense, oui, qu'il doit avoir du sens. Oui, parce qu'à partir du moment où on travaille, on va sûrement le faire peut-être 10 ans, 20 ans. Pour se lever le matin, il faut du sens, il faut aimer son métier. Parce que sur le court terme, peut-être que ne pas avoir de sens, c'est pas grave, mais sur le long terme, je pense que c'est une fatigue mentale. Et pour moi, c'est ça qui conduit beaucoup au burn-out, etc. Parce que c'est des gens qui ne se retrouvent pas dans leur métier. Que ça doit être vraiment totalement déprimant de se lever, de détester ce qu'on va faire ou de s'ennuyer. Je ne veux même pas l'imaginer, mais je suppose que ça existe. Généralement, la perte de sens peut entraîner un épuisement au travail, puisque le sens est fondamental pour pouvoir s'investir et pour se sentir bien dans son travail. Sinon, les personnes vont être en bore-out et vont s'épuiser finalement. À un moment, je pense que tout le monde faisait un peu le métier de ses parents, etc. Donc on ne se posait pas la question aussi. Maintenant, on se pose la question, beaucoup de sens. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont choisi des professions sans forcément se poser cette question-là en fait. Parce que financièrement, c'était quelque chose qui leur correspondait, parce qu'ils ont fait des études qui vont dans ce sens, et ils ne se sont pas forcément questionnés sur est-ce que finalement c'était en accord avec leurs valeurs. Ça peut aussi avoir du sens de se perdre dans le travail quelque part aussi. On peut voir aussi la chose comme ça. D'évacuer aussi tous les soucis, que ce soit familiaux ou d'actualité. Il y a notre camembert de la vie et dans ce camembert, il y a une part, c'est le travail, mais le reste, c'est des loisirs, notre famille, nos amis. Et j'ai pas envie que mon travail prenne une plus grande part que le reste, mais j'ai quand même envie que ça ait du sens. Et parfois, si vous voulez avoir du sens dans votre travail, il faut passer beaucoup de temps aussi à travailler. Donc oui, voilà. Marc, on l'entend, tout le monde a besoin de sens. Alors, il va le chercher dans son travail ou dans autre chose. On va en parler. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est que ce sens qu'on cherche tous ? Alors, qu'est-ce qu'un travail qui a du sens ? Pour la plupart des personnes, il y a 3 dimensions. La première, c'est de se sentir utile, d'apporter quelque chose qui va servir les autres, la collectivité. La seconde dimension, c'est de faire une activité, un travail qui est en accord avec ses valeurs éthiques, ses valeurs morales. Et la troisième dimension, tout aussi importante, il n'y a pas de hiérarchie entre ces dimensions, c'est d'avoir le sentiment que dans son travail, on peut mettre en œuvre ses compétences, ses savoir-faire, et qu'on peut les développer, qu'on peut progresser, apprendre des choses, faire travailler son intelligence. Alors ces 3 dimensions, elles sont très importantes, mais on le voit, la façon dont elles vont être perçues n'est pas donnée d'emblée. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être utile ? Ça a besoin d'être défini, ça peut être défini de façon très différente très subjective, dans chaque métier. Par exemple, quand j'ai travaillé sur les conducteurs de bus il y a quelques années, les conducteurs de bus, on va dire, plus expérimentés, disaient qu'ils étaient utiles parce qu'ils savaient conduire des bus de façon confortable et sécure, qu'ils ne faisaient pas de freinage brusque, qu'ils n'avaient pas d'accident. La direction disait non, un bon conducteur de bus, il doit être un animateur de son bus, il doit faire le lien social dans son bus. C'était 2 façons très différentes de définir ce qu'est être utile. Et donc, également, avoir un travail en accord avec ses valeurs, c'est pas toujours très facile parce que l'entreprise a des objectifs économiques, des buts à atteindre. Et donc, il faut aussi parfois s'arranger avec ça pour continuer à avoir du sens. Je vais prendre un exemple qui m'avait été fourni lors d'une interview pour le magazine Philonomiste qui m'avait fait lire des entretiens avec différentes personnes pendant le Covid. Et il y avait un monsieur qui travaillait dans les assurances et qui était responsable de la gestion des petits comptes professionnels, donc les TPE. Et son travail était assez
difficile d'un point de vue des valeurs parce qu'il consistait finalement à ce que quand une TPE avait un sinistre, l'indemniser le moins possible pour que l'assurance ne perde pas trop d'argent. Oui, donc gros sujet pendant le Covid, justement. Voilà. Alors que même beaucoup de TPE étaient très fragilisées par la période. Alors, ce monsieur disait, c'est très difficile, je suis tout seul maintenant, je fais ce qu'il appelait les négociations en ligne avec mes clients, tout seul depuis chez moi, et je suis vraiment très impatient de retrouver mes collègues, parce que quand j'étais avec mes collègues, on parlait des belles négos. Et une belle négo, c'est en fait une négo qui est peu favorable aux clients. Et donc, qui va à l'encontre des valeurs communes, qui est de on doit aider les autres. Et il en souffrait et il avait du mal à trouver du sens à son travail. Par contre, quand il était avec ses collègues et qui se valorisaient entre eux, ah bah j'ai fait une super négo, j'ai obtenu ça, etc. Et ben ça trouvait un sens tout à fait différent. Donc tout ça pour dire que le sens, c'est une construction complexe, collective, qu'on fait avec ses collègues, qu'on fait avec les clients, les usagers, et que tout ça est difficile à définir a priori. Cette notion du collectif, elle est hyper intéressante. On va en reparler un petit peu tout au long, au final, de notre échange. D'abord, est-ce qu'on peut faire un petit saut dans le temps rapide? Est-ce que les travailleurs de tout temps, au final, ont toujours été en quête de sens au travail, ou est-ce que c'est générationnel? Alors déjà, on peut faire une première remarque qui est que toutes les enquêtes qui existent sur les valeurs en Europe, par exemple, montrent qu'en France, à la fois le travail est très important et en même temps, les gens attendent beaucoup de leur travail, attendent qu'ils aient du sens, qu'ils s'épanouissent dans leur travail. Alors ça existe depuis toujours, mais la différence, c'est que peut-être avant, cette question, elle se posait moins parce que le sens était plus évident. Si on prend une entreprise industrielle, une usine, jusqu'aux années 60... Vous avez travaillé sur l'usine Peugeot-Sochaux, c'est ça? Les usines Japy. Les usines Japy à Beaucourt, dans le territoire de Belfort. Effectivement, c'est tout près de Peugeot et certaines personnes ont travaillé dans les deux usines. Moi, j'ai travaillé spécifiquement sur les usines Japy. Et dans cette petite ville à Beaucourt, 50% de la population professionnelle était ouvrière dans la même usine. Et donc, il y avait un esprit très fort autour de l'appartenance à cette usine, autour des produits qui étaient dans l'usine, qui étaient des produits relativement sophistiqués. Ce n'étaient pas des produits standards. Et le travail faisait sens parce que tout le monde dans le village, de cette petite ville, était tourné vers la qualité de ses produits, vers la réputation de l'entreprise. Ça fait moins sens quand les collectifs de travail vont être éclatés. Là, dans ce petit village, par exemple, où il y avait après-guerre plus de 4000 salariés ouvriers qui travaillaient dans cette usine, et aujourd'hui, il n'y en a plus que 250, et donc la plupart des gens travaillent ailleurs. À Belfort, à Sochaux, dont on parlait chez Peugeot, même en Suisse, qui est toute proche. Et donc là, le collectif de travail existe beaucoup moins. Les gens fréquentent moins des personnes qui sont des collègues ou qui font le même travail qu'eux. Et donc, la construction du sens, c'est moins évidente. C'est plus difficile d'être fier. D'autant plus que beaucoup sont intérimaires. Et quand on est intérimaire, on passe d'une entreprise à l'autre et on vous explique assez rarement ce qu'on va faire dans l'entreprise et à quoi ça sert. Et donc, c'est plus difficile de construire du sens à ce moment-là. Donc, la question du sens, elle se pose de façon plus forte parce que tout ce qui permettait de construire spontanément du sens au sein des collectifs de travail est fragilisé. Et fragilisé par le turnover plus important des salariés, par l'éclatement des collectifs, par aussi des politiques qui visent plutôt le chiffre que la qualité. C'est-à-dire qu'il faut être rentable, donc il faut produire plus, quitte parfois à sacrifier un petit peu la qualité. Il faut aussi avoir des résultats. Et finalement, dans beaucoup de métiers, les métiers en contact avec un public, souvent on passe du service qu'on a rendu au public aux chiffres de résultats et qui font plus difficilement sens. Vous me donniez l'exemple de ce préparateur de commandes qui a certes un travail très organisé, disons, mais qui trouvait quand même de la liberté et du plaisir dans sa façon d'emballer sa commande, ce genre de choses, alors que maintenant, disons qu'il a de moins en moins de liberté pour exprimer cette créativité-là, et au final, il perd son sens aussi par ce biais-là. Absolument. Les préparateurs de commandes qui ont été étudiés par David Gaborio, un jeune collègue, ont subi quelque chose qui a été terrible dans leur travail, c'est l'apparition de la commande vocale au début des années 2000. Alors, auparavant, les préparateurs de commandes avaient un listing et ils devaient faire leur palette, donc additionner des produits sur une palette, l'entourer de films plastiques et la palette partait dans un camion pour aller dans les supermarchés et les produits pouvaient être mis en rayon.
Alors, les préparateurs de commandes avaient à cette époque-là vraiment la volonté de faire une belle palette. Une belle palette, c'était d'abord une palette qui est bien droite, haute, impressionnante, et ça a un côté pratique, parce que si la palette est un peu guingoise, elle est tordue, et ben le camionneur va avoir du mal à le mettre dans son camion. Et puis, si les produits sont mal entassés, certains vont être abîmés, et donc le chef de rayon va avoir du mal à les vendre. Et donc, il y a toujours cette idée d'utilité par rapport aux autres. Ici, les autres, c'était les collègues et les personnes qui, dans la chaîne logistique, allaient continuer le travail. Et donc, ils savaient, ils avaient une vraie compétence, ils connaissaient l'entrepôt, ils savaient comment faire cette belle palette relativement vite. Et puis, la commande vocale est arrivée et ils sont devenus des sortes d'appendices d'un logiciel qui leur disait de prendre à chaque fois tant d'unités dans la rangée A à l'étang et de constituer un peu mécaniquement la palette sans plus avoir besoin de réfléchir ni de mettre aucune compétence. Comme un robot pourrait le faire. Comme un robot, exactement. Ils étaient vraiment l'esclave d'un logiciel, donc même pas d'une personne, mais d'un algorithme qui avait été conçu pour les faire travailler le plus vite possible. Et non seulement ça enlevait tout le sens au travail, mais en plus, ça empêchait la communication. Puisqu'à chaque fois qu'ils avaient pris un certain nombre d'unités de tel ou tel produit pour la palette, ils devaient donner un code détrompeur qui permettait au logiciel de vérifier qu'il n'y avait pas eu d'erreur. Et donc, ils parlaient dans un petit micro. Et ce qui faisait qu'il ne pouvait pas parler d'autre chose. S'il disait bonjour à un collègue, il pouvait avoir dans l'oreille commande inexacte, veuillez répéter, ou un message de ce type-là. Donc, très frustrant. Et donc, tout ça faisait que leur travail perdait beaucoup de sens, alors que c'est un travail extrêmement physique. Et s'ajoutait à ça le fait que la productivité augmente, c'était le but de ces logiciels. Et donc, ils portaient beaucoup plus de poids dans la journée, ils faisaient un travail qui n'avait plus aucun sens. Et le résultat, c'est que très tôt, à 25, 26, 30 ans, 35 ans, ils étaient complètement fichus physiquement. C'est-à-dire que les épaules, les bras, le dos étaient abîmés. Ils ne pouvaient plus continuer à faire leur travail, ce qui n'était pas le cas auparavant. D'accord. Et ça, c'est encore le cas aujourd'hui, du coup? Comment est-ce qu'on les commandes vocales existent aujourd'hui. On teste pour parer au problème que j'ai évoqué, le trouble musculo-squelettique, des exosquelettes. Mais du coup, on transforme encore plus le préparateur de commandes en une sorte de robot. Oui, c'est terrible. Donc, on est encore plus dans cette question du sens. Pour revenir au sens, on en parlait un petit peu avant d'appuyer sur REC et de lancer l'enregistrement de cet épisode. Est-ce que le sens, c'est gagner de l'argent? Est-ce qu'on peut trouver du sens dans son travail uniquement par là? Alors, en général, les personnes qui s'intéressent au sens du travail ou à la motivation au travail au sens large distinguent les motivations intrinsèques. Mon travail est intéressant, je me sens utile, j'apprends des choses. Des motivations extrinsèques. Alors, le salaire est la première des motivations extrinsèques et c'est vrai qu'on travaille d'abord pour gagner sa vie. C'est non négligeable, oui, bien sûr. Mais on sait aussi que dire qu'on travaille que pour gagner sa vie, au bout d'un moment, c'est assez dur à supporter parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, on investit beaucoup de soi dans le travail et donc on a besoin d'autres motivations. D'autres motivations extrinsèques, ça peut être faire carrière. Mais aujourd'hui, on sait que les entreprises ne proposent plus autant qu'avant, depuis la fin des années 90, un contrat implicite qui était si tu t'investis, si tu travailles bien, si tu acceptes de faire des activités moins intéressantes au début, tu feras carrière et tu progresseras et tu vas monter dans l'entreprise. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins parce que les gens ne font plus toute leur carrière, en tout cas, on ne leur promet pas de faire toute leur carrière dans l'entreprise. Et donc, on cherche d'autres motivations extrinsèques. Ça peut être, par exemple, tout un tas d'avantages. On va mettre un baby-foot, on va faire des soirées. Donc, on essaie de recréer un petit peu artificiellement des motivations extrinsèques. Certains proposent, par exemple, de donner à leurs salariés une demi-journée par mois pour des activités caritatives. Où ils auraient plus de sens à trouver que dans leur travail. Ce qui est un peu paradoxal, parce que ça veut dire aussi que, finalement, on acte le fait que le travail n'a plus de sens. Oui, c'est comme un aveu de la part de l'entreprise. Voilà. L'entreprise avoue qu'elle ne peut pas donner de sens suffisamment au travail qu'elle propose, et donc elle va leur proposer de trouver ce sens ailleurs. D'autres, parfois, ça peut être de dire, c'est un travail qui vous permet de voyager, d'avoir différents avantages. Donc, ça, c'est des motivations extrinsèques. Et c'est vrai que, c'est ce que je disais avec la question du sens qui se pose plus, parce que les motivations intrinsèques
tendent, du fait du management des entreprises, à être moins évidentes. Et donc, ça pousse à chercher des motivations extrinsèques. On parlera à la fin de cet épisode justement de levier. Comment est-ce que les entreprises peuvent remettre du sens et typiquement des plans de carrière, ce genre de choses, ça en fera partie. En tout cas, de ce que je comprends là dans tout ce que vous dites, c'est que cette quête de sens, ce sens au travail, mine de rien, c'est un besoin. Effectivement, c'est un besoin parce que, encore une fois, on passe une grande partie de son temps au travail et puis on y met plus que simplement faire ce qu'on nous demande pour être payé. Et d'ailleurs, on a parlé de quiet quitting. Ça renvoyait à ce que les sociologues appelaient depuis très longtemps le retrait dans le monde du travail. C'est-à-dire le retrait, c'est je fais le strict minimum pour ne pas avoir de problème et garder mon emploi, mais je ne fais pas plus parce que mon travail ne m'intéresse pas ou ne m'intéresse plus. Mais ce retrait, il est assez coûteux psychiquement parce que ça veut dire que le temps qu'on passe au travail est vécu comme un temps qui n'a plus aucun intérêt, plus aucune valeur. Et donc, on ne fait qu'attendre le week-end, les vacances pour retrouver de l'intérêt. Et ça, justement, je reviens à ma question précédente, un petit peu sur l'aspect générationnel. Dans les entreprises, aujourd'hui, le quiet quitting, c'est quelque chose qu'on dit que c'est beaucoup de la nouvelle génération. Est-ce que c'est vraiment le cas au final ou est-ce que Alors, le retrait a été défini dans la vie professionnelle, mais aussi dans d'autres secteurs, par un sociologue américain qui s'appelait Robert Merton dès les années 40 aux États-Unis. Ah oui. Donc, il expliquait que les personnes qui avaient un conflit entre les objectifs qu'ils se donnaient et les moyens qu'ils avaient pour les réaliser, pouvaient parfois sombrer dans le retrait, c'est-à-dire une forme de ritualisme où on dit on fait simplement ce qu'on nous demande, ça n'a pas de sens, mais au moins on va garder notre place. Sécurité de l'emploi. On ne pourra pas nous reprocher non plus de ne pas faire ce qu'il faut puisque on fait ce qu'on nous demande. Mais le monde du travail est beaucoup plus complexe. Les ergonomes l'ont bien montré. Dans beaucoup d'activités, si on applique strictement à la lettre le règlement et qu'on ne fait pas plus, ça ne marche pas. Par exemple, pour démarrer un train, il y a tout un tas de contrôles à faire. Si on le respecte à la lettre, souvent les trains vont démarrer bien en retard parce que c'est très compliqué. Et donc, c'est pas valable dans plein de secteurs. Il y a un ensemble de règles et c'est à l'opérateur de savoir quelles sont les règles qui sont vraiment indispensables à respecter, parce que sinon ça peut être très dangereux, et quelles sont les règles avec lesquelles on peut trouver un peu de marge de manœuvre, parce qu'il faut que ça marche quand même. Il faut qu'au final le train démarre, ou il faut au final que l'on reçoive les usagers, il faut au final que la pièce sorte de la machine. Donc il y a tout un ensemble de choses, parfois où il faut transiger avec ces règles, il faut inventer, il faut trouver des solutions, être un peu imaginatif, et tout ça, ça suppose qu'on s'investisse un peu plus dans le travail que simplement suivre bêtement sa fiche de poste. Et sur le quiet quitting, par exemple, je vous disais, est-ce que c'est générationnel ? Pas forcément particulièrement la nouvelle génération aujourd'hui qui vient reposer des questions et ce genre de choses, mais est-ce que depuis longtemps, à chaque fois, les relations intergénérationnelles dans l'entreprise font que les jeunes qui arrivent remettent un flux, une sorte de souffle nouveau et posent de nouvelles questions et imposent aussi à les anciennes générations, disons ceux qui sont déjà là depuis longtemps, à se poser de nouvelles questions. Alors absolument, le conflit intergénérationnel, il existe au moins depuis les années 60. C'est l'étude que je suis en train de mener actuellement. On peut en voir des traces dans beaucoup d'enquêtes sociologiques de l'époque. On peut aussi en voir des traces dans les écrits de médecins du travail, de psychanalystes à l'époque. Et finalement, on a l'impression que ce qu'on reproche aux jeunes, génération après génération, c'est toujours un petit peu la même chose. Et ça s'explique parce que les jeunes arrivent avec une représentation du travail qui est basée sur leurs études, un peu idéalisée ou stéréotypée, ou issue parfois de présentations sociales qui ont cours largement dans la société, et ils vont se confronter à la réalité du travail. En même temps, les jeunes apportent aussi parfois des nouvelles connaissances, notamment quand ils ont des qualifications. Et pendant longtemps, il y a eu, ça a plutôt pas trop mal fonctionné, même s'il y avait des ratés quand même, une sorte de transmission. Et ce que j'appelle avec d'autres sociologues le don contre don, c'est-à-dire que le jeune arrivant apporte, on va dire, son enthousiasme, sa connaissance des derrières techniques, et les gens qui sont là depuis plus longtemps apportent la connaissance du fonctionnement social de l'entreprise, de ce qui se fait et ce qui se fait pas sur place, des astuces de métier, et aussi
toutes les façons dont on peut transiger avec la règle pour que ça marche sans que ce soit une prise de risque trop importante. Et donc, quand cet échange se fait, il y a une transmission finalement et un échange entre générations et l'intégration se fait à peu près bien. Et c'est très important pour le sens parce que souvent, les jeunes qui arrivent n'ont pas forcément un appétit fort pour le travail qu'ils vont réaliser. Certains voudraient travailler dans tel domaine parce qu'ils sont passionnés par la mode et qu'ils veulent travailler dans la mode. Certains voudraient travailler dans le sport parce qu'ils font du sport. Et puis, ils découvrent peut-être que c'est pas si intéressant que ça parce que ils pourront pas faire de la mode ou du sport comme ils ont envie de le faire. Mais d'autres peuvent aller dans un secteur où, a priori, ils n'ont aucune appétence. Et puis, parce que les plus anciens vont leur montrer que c'est intéressant, parce que les anciens vont leur montrer que c'est utile, que ça peut servir et que c'est aussi un défi intellectuel, qu'on met en œuvre des compétences qu'on peut apprendre. Eh ben, ils vont trouver ça finalement intéressant et y trouver du sens. Et donc, quand cette transmission ne se fait pas, effectivement, là, il y a des problèmes et des conflits intergénérationnels. C'est notamment le cas quand il y a beaucoup d'intérimaires, quel que soit le secteur, ça peut être à l'hôpital ou ça peut être dans une usine. Les anciens se disent à quoi bon aller former des intérimaires qui ne sont là que pour passer. Et souvent, ils s'épuisent à former tout le temps les gens, donc ils ne les forment plus. Et pour prendre l'exemple de l'hôpital, les intérimaires qui arrivent sont pleines, je dis au féminin parce que c'est plutôt des femmes, sont pleines d'enthousiasme, elles ont envie d'aider les autres, et puis elles s'épuisent un peu parce qu'elles n'arrivent pas toujours à résoudre tous les problèmes, et puis qu'elles n'ont pas l'expérience aussi pour résoudre ces problèmes comme il faudrait quand c'est compliqué. Et finalement, assez rapidement, elles sont dans le retrait pour se protéger. Et les anciennes disent regardez, les jeunes, elles n'ont plus la foi comme nous on avait, puis elles sont fragiles, elles craquent rapidement. Mais ce qu'elles oublient, c'est que elles, quand elles sont rentrées, elles avaient été intégrées plus facilement parce qu'elles étaient rentrées dans des postes plus pérennes et qu'il y avait eu cette transmission qui leur avait permis justement de trouver un juste milieu entre bien s'investir pour aider la personne et pas trop pour ne pas s'épuiser et finalement être obligé de se retirer. Donc cette transmission, elle est très importante et elle se fait moins facilement, on va dire, depuis la fin des années 90. Beaucoup de facteurs, le turnover, le travail précaire, la rendent plus complexe. Et donc, ça fait émerger cette question du sens. Dans les conséquences de cette perte de sens, je voulais vous faire écouter quelque chose et puis je vous ferai réagir juste après. Hop. Toi, tu vendais des fruits et légumes. C'est une reconversion, les fruits et légumes. Non ? T'as pas fait un burn-out et tu t'es dit tiens si je vendais des fruits et légumes, c'est une vocation depuis toujours. Ah c'est rare. Ah souvent c'est après un burn-out. Mais c'est dans plein de villes où je vais où les gens ils ont une ferme, ils vendent du fromage, de chèvre. C'est une reconversion. C'était des anciens mecs qui bossaient dans le marketing qui ont fait un burn-out à 45 ans. C'est un extrait de l'humoriste Jérémy Charbonnel qui soulève un sujet que je trouve très intéressant, c'est le sujet des reconversions au final. Alors il le porte un peu en dérision, mais on le voit après le Covid, on cherche du sens, on cherche plus de... Pour trouver ce sens, on se dit qu'on trouvera plus de sens dans des métiers plus concrets. Donc là où on est majoritairement aujourd'hui une société tertiaire, dans le travail tertiaire, on va retourner vers, il le dit, les fruits et légumes, mais il y a plein d'autres métiers, des métiers artisanaux, il y a plein de choses. Moi, ma question par rapport à ça, peut-être déjà vous faire réagir en effet à ce que vous avez entendu, et puis deux, c'est sur la catégorisation des travailleurs. Est-ce que cette quête de sens implique une nouvelle catégorisation des travailleurs? Alors, dans mes enquêtes, avant même le Covid, quand j'interrogeais des cadres, des diplomates, j'ai fait une étude pour le Quai d'Orsay sur les diplomates, on avait parfois cette envie de faire quelque chose qui avait plus de sens, qui est à la fois, comme vous le dites, plus concret et aussi plus utile. Par exemple, vendre des fruits, des gens qui se reconvertissent vont vendre pas n'importe quel fruit, ils vont vendre des fruits, des produits bio avec des circuits courts pour avoir le sentiment de participer à une mission importante qui est de sauver la planète et de favoriser ce qui est bon pour l'environnement. Donc ça existait. J'ai des jeunes diplomates qui m'ont dit que ils rêvaient d'ouvrir une chambre d'hôte et donc garder cette dimension relationnelle, mais dans une dimension moins contrainte, plus libre. Alors très souvent, le passage à l'acte, si on peut dire, c'est-à-dire démissionner pour changer radicalement de voie, était finalement assez rare.
C'est vrai que la période de Covid a joué un peu un rôle de révélateur, de choc psychologique et a poussé peut-être certains à aller plus vers ce passage à l'acte, avec parfois d'ailleurs même avant le Covid, on voyait certaines crises. Quelqu'un qui fait un burn-out, comme ça a été dit dans l'extrait, il supporte plus de l'idée qu'il va reprendre son ancien travail, il veut faire autre chose de tout à fait différent, où il pense que les problèmes de son ancien travail n'existeront plus. Et malheureusement, dans ces cas-là, on est déjà un peu fragile. C'est pas la meilleure façon de bifurquer. Il y a beaucoup de bifurcations d'ailleurs qui se passent différemment. J'ai l'exemple quand je travaillais sur les TPE avec une doctorante des Salles. On avait rencontré un monsieur qui travaillait dans une très grosse entreprise agroalimentaire et qui avait décidé, mais très mûrement réfléchi, à peu près dans la quarantaine, de racheter une petite biscuiterie bretonne. Mais il avait très bien préparé ça. Il avait des capitaux, il avait des compétences, il avait les réseaux relationnels pour vendre ses produits. Et il s'est mis à produire et à vendre localement des biscuits de qualité avec des produits de qualité. Et ça a plutôt bien marché parce qu'il maîtrisait son sujet et qu'il avait tous les atouts pour réussir. Donc on a une bifurcation qui est moins extrême que quelqu'un qui n'a jamais cultivé un légume et qui va ouvrir un maraîchage bio quelque part. Oui, qui quitte la ville, par exemple Paris, et qui va dans la campagne et qui au final change radicalement de vie. Ce changement à 180 degrés, il peut être un peu plein de désillusions finalement. Oui, on n'a pas beaucoup d'enquêtes quantitatives. On sait que c'est un désir qui est souvent exprimé, mais pas toujours réalisé. Et quand il est réalisé, on sait que ça ne marche pas toujours et que les gens peuvent revenir finalement en arrière. Avec l'avantage pour les personnes qui ont un haut niveau de diplôme qu'elles peuvent quand même revenir en arrière. Elles ont les ressources pour revenir en arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais actuellement des entretiens pour mon livre sur l'histoire du rapport au travail avec des personnes qui sont retraitées, soit dans l'industrie, soit actuellement, je fais l'entretien avec des personnes qui sont retraitées dans l'informatique. Et avec l'informatique, on voit que des gens ont fait parfois le parcours inverse. J'ai interrogé une dame, par exemple, qui a été informaticienne, qui a fait une très belle carrière d'informatique, mais qui a commencé comme ébéniste. D'accord. Et donc là, c'est pareil. Elle a trouvé que dans sa carrière, son travail d'ébéniste, déjà en tant que femme, c'était pas facile parce que c'est un milieu assez macho, masculin, qu'elle n'était pas toujours très bien payée, que certains employeurs n'étaient pas très honnêtes dans la restauration de meubles anciens, par exemple. Et donc, elle a voulu bifurquer là aussi. Donc, il n'y a pas forcément de nouveauté dans cette bifurcation, ni même de nouveauté dans le passage d'activité manuelle à intellectuelle, même si autrefois, c'était plus l'inverse. Oui, c'est marrant. Ce qu'on retrouve quand même, c'est que on attend du travail de nous donner du sens. Mais au final, est-ce que c'est au travail de nous donner ce sens-là? Est-ce que c'est son rôle? Alors, le travail doit nous donner du sens, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'on le trouve en arrivant dans le travail. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sens, il se construit, il se co-construit avec les autres. Il se construit beaucoup plus difficilement tout seul. Si on est seul à penser que ce qu'on fait, c'est très bien, si on est seul à penser que ce qu'on fait, c'est très éthique, on est moins convaincu que si on est tous à le penser avec ses collègues et en reparler tous les jours par des exemples concrets. Donc ce sens, je dirais, il se construit. Et c'est une sorte de besoin de construire ce sens pour supporter le fait que l'on va donner de son temps, mais aussi de son intelligence, de son engagement, de notre activité professionnelle. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que l'entreprise donne tout cru du sens, mais l'entreprise doit permettre au collectif de travail de construire ce sens. Ce qui est intéressant justement sur on en a parlé un petit peu au début de l'épisode, mais comment réagit l'entreprise à cette quête de sens, cette demande de plus en plus présente des collaborateurs. L'entreprise, elle vient se démarquer par son ADN, sa culture d'entreprise. Elle veut raconter de plus en plus une histoire pour fédérer ses collaborateurs, pour les faire rester, pour attirer des talents, ce genre de choses. Même, elle se présente comme une famille. Donc, au final, l'entreprise elle-même, elle laisse croire qu'elle peut apporter ce sens que cherchent les collaborateurs. Alors absolument, mais avec en plus un paradoxe très grand, c'est que si l'entreprise souvent a besoin d'apporter ce sens, c'est aussi parce que d'une autre façon, volontairement mais souvent involontairement, elle a mis à mal cette construction du sens. Elle l'a mis à mal par des politiques de recrutement, de précarisation, par parfois aussi la volonté d'aller contre
certaines formes de résistance. Je vais prendre l'exemple, on parlait tout à l'heure rapidement des usines automobiles. Dans les usines automobiles, parfois, on a voulu isoler, je dirais, les vieux ouvriers, très souvent syndiqués, très politisés, très contestataires, qui en même temps avaient aussi une définition très forte de leur travail. C'est-à-dire qu'ils avaient une revendication de faire un beau travail, un travail de qualité, d'être irréprochable. Et l'entreprise a voulu faire des ateliers où on les mettait un peu à part, par peur, entre guillemets, de contaminer les jeunes, de les pousser à se syndiquer, de les pousser à avoir une approche plus contestataire et revendicative. Et du coup, volontairement, l'entreprise a coupé les salariés de cette transmission. Transmission qui était à la fois une transmission de valeurs qui pouvaient être utiles à l'entreprise, le travail bien fait, l'implication dans son métier, mais aussi parfois poser problème à l'entreprise. Eh ben, on revendique, quand on pense qu'on n'a pas bien été traité, on va faire une grève. Quand on pense que notre travail de qualité n'est pas reconnu à sa juste valeur, notamment financièrement, on va faire une grève. Et donc, l'entreprise est toujours un peu ambivalente de ce point de vue-là. L'exemple des machinistes receveurs à la RATP, que j'avais étudié il y a quelques années, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que les vieux machinistes, pour dire des choses un peu caricaturales, souvent à la CGT, disaient nous, notre fierté, c'est qu'on a un taux d'accident extrêmement faible, on a la conduite, confort, sécurité, et puis on n'est pas là pour être des animateurs de bus. Et puis en plus, on nous a demandé, parce qu'avant il y a des machinistes et des receveurs, c'était deux métiers différents, on nous a demandé de faire les deux métiers en même temps. On trouve que ça correspond pas à ce qu'on veut faire, parce que notre métier, c'est vraiment la conduite. On est fiers d'être des très bons conducteurs qui n'ont pas d'accident et qui ne font pas tomber la mamie qui est debout dans son bus au feu rouge. Et on ne va pas devenir des animateurs. Et au contraire, la régie disait ah ben non, il faut maintenant. Et donc il y avait une conflit de génération qui avait été créée parce qu'elle favorisait cette idée d'être un peu l'animateur social du bus chez les jeunes. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'incidents récemment où finalement la sécurité, la conduite est peut-être moins importante qu'elle l'a été autrefois. Et c'est une autre vision finalement du sens du travail. Donc l'entreprise parfois est très ambivalente. Elle peut rendre le contenu du sens plus compliqué, notamment en mettant des indicateurs d'activité plutôt que de voir ce que les gens font réellement, etc. Et en même temps, elle veut préserver la motivation et l'engagement parce que c'est indispensable. Les gens qui sont ni motivés ni engagés ne font pas des bons collaborateurs. Et donc, elle va essayer de le créer un peu artificiellement dans une orientation qui lui est entièrement favorable, qui est entièrement en accord avec ses propres objectifs de rentabilité, d'innovation, etc. Et donc, ça crée effectivement cette dimension un peu artificielle. Oui. On a rigolé avec les Chief Manager Officers. Oui, c'est vrai. Chief Happiness Officer, pardon. Des gens qui seraient là pour mettre de l'ambiance. On sait aussi, par exemple, je parlais de l'industrie automobile, chez Peugeot, on a mis en place des moniteurs d'équipe qui étaient censés, sans avoir aucune autorité hiérarchique, animer un petit groupe d'ouvriers, essayer de recréer du collectif, mais un collectif qui serait non contestataire, un collectif qui suivrait les demandes et les directions de l'entreprise. Ça ne marche qu'à moitié parce qu'il y a cette contradiction et cette ambivalence. On a parlé un peu du coup des conséquences de cette quête de sens. On a parlé du quiet quitting, donc du retrait, vous disiez. Aux États-Unis, on parle aussi beaucoup de la grande démission, des turnovers. Les gens restent aussi moins longtemps dans l'entreprise, donc cette création de collectif dont vous parliez, elle est aussi plus compliquée par le fait que les gens aujourd'hui disent moi je vais rester 3 ans dans ma boîte et puis c'est tout. J'ai quelques chiffres que je trouve intéressants quant aux conséquences de cette quête de sens. C'est un sondage IFOP qui a été publié en 2023. 58% des sondés considèrent le travail comme une contrainte nécessaire et 43% des actifs interrogés du coup envisagent de quitter leur job dans les 2 ans pour un emploi qui aura plus de sens. Là-dedans, on en a beaucoup parlé, on comprend, ce sont des conséquences. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que le travail, au final, il garde toujours une place importante dans nos vies. On plaque pas tout. On est plein à dire moi je vais tout plaquer et aller planter des carottes dans les Alpes, d'accord ? Pourquoi on le fait pas ? Pourquoi le travail, au final, reste au cœur de nos vies ? Parce que le travail, il reste un des principaux producteurs d'identité sociale. C'est dans le travail qu'on peut être plus facilement utile aux autres.
et tout en gagnant sa vie, parce qu'on pourrait aussi faire du bénévolat, mais on ne peut pas vivre tout le temps de bénévolat si on n'a pas des ressources autres pour le faire. Et beaucoup d'enquêtes, depuis longtemps, posent la question aux gens de savoir si s'ils avaient une rente ou des ressources fixes sans avoir à travailler, est-ce qu'ils continueraient à travailler? Eh ben, on voit que un peu plus de la moitié des gens déclarent qu'ils continueraient à travailler dans la plupart de ces enquêtes. Et chose qui peut paraître à l'inverse des clichés, mais qui n'est pas très étonnante en fait, c'est que plus on est jeune, plus on déclare qu'on continue à travailler. Ce qui est un peu normal parce qu'on s'imagine mal à 25 ans, 30 ans, dire qu'on va plus jamais travailler de sa vie. Oui. On va dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelle place on va avoir dans la société? Et le travail, c'est aussi un lieu où on peut faire des choses qu'on ne pourrait jamais faire tout seul. Je prends l'exemple du conducteur de train. S'il ne travaille pas à la SNCF, il ne peut pas emmener des gens dans toute la France. Il ne peut pas tout seul. Il ne va pas, avec son chariot, tirer des gens et les emmener à l'autre bout de la France, ou même en Europe. Donc, il y a besoin de tout le support matériel, collectif, logistique de l'entreprise pour donner cette dimension-là d'utilité sociale et aussi d'intérêt. C'est intéressant de travailler dans une usine où les processus technologiques sont à la pointe du progrès, on va apprendre des choses. Donc le travail apporte des choses que d'autres dimensions de la vie sociale ont du mal à apporter. Mais en même temps, quand on place beaucoup d'espoir dans le travail, on est aussi plus exigeant. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas un travail où, justement, on ne peut pas réaliser ses objectifs. Et ça se voit très bien avec ce qu'on appelle le travail, les métiers passion, où on sait que les personnes qui choisissent un métier parce que ça correspond à une passion qu'ils avaient déjà avant de rentrer dans le monde du travail, parfois sont plus déçus que les autres. Parce qu'ils découvrent que s'ils sont passionnés de mode, mais qu'on leur demande de faire 3-4 collections très rapidement par an, en étant un peu imaginatif, en allant copier les trucs de droite à gauche, et puis que ces collections, elles vont très vite disparaître parce qu'il faut tout le temps créer du nouveau. Renouveau, et la passion pour la mode, elle s'émousse un peu. Et puis en plus, ils ont l'impression de participer à la pollution de la planète parce que on sait que le secteur de la mode est extrêmement polluant par tous les transports. Un économiste avait montré qu'un costume, si on prend l'ensemble des composantes d'un costume, elles font 8 fois le tour du monde avant d'être arrivées dans le costume. Donc, c'est un secteur extrêmement polluant. Le coton, le traitement du coton, tout ça, c'est très polluant. Et donc, les gens sont passionnés de mode, puis ils découvrent que c'est beaucoup moins glamour qu'ils avaient espéré. Et donc, ils sont déçus. Et c'est ça qu'on voit, les gens veulent changer de travail aussi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux métiers avec beaucoup d'aspirations fortes dans les technologies de l'information et de la communication, par exemple. Et les personnes ont besoin d'expérimenter. D'ailleurs, la jeunesse a toujours été un âge d'expérimentation. Un âge où on va trouver ce qu'on veut faire. Mais c'est encore plus important aujourd'hui sur le plan du travail parce que, on va dire, jusqu'aux années 50-60, assez peu de questions se posaient. On faisait le même métier que ses parents, ou presque, ou alors on a fait des études, donc on faisait le métier auquel nos études nous destinaient et pas autre chose. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus ouvert, ce qui est à la fois un bien, mais ça suppose aussi qu'on va devoir chercher le métier où on va réussir à construire ce sens, à trouver sa place. Et trouver sa place, c'est peut-être devenu plus compliqué aujourd'hui, ce qui fait que les personnes ont peut-être envie de changer. Et puis le dernier point, c'est quand même le Covid. Oui. L'épisode de Covid a amené les gens à réfléchir de façon différente. Les personnes qui étaient en télétravail forcé, qui ne connaissaient pas avant le télétravail, ont revu d'une autre façon leur métier, comme l'assureur que j'évoquais tout à l'heure. Il a découvert que finalement, d'un point de vue éthique, c'était pas si bien que ça son métier. Des personnes se sont retrouvées en chômage partiel. Des personnes ont été obligées de trouver un autre job. Parce que par exemple, des gens qui étaient saisonniers n'avaient pas forcément droit au chômage partiel, donc ils ont dû trouver un autre travail. Ils se sont dit que leur autre travail n'était pas finalement pire que celui qu'ils avaient avant, mais proposait des horaires moins embêtants pour la vie personnelle et familiale, et donc ont gardé leur ancien travail. C'est une des raisons pour lesquelles, après le Covid, on a eu beaucoup de mal à recruter des saisonniers dans l'hôtellerie, la restauration, parce qu'une partie des gens avaient dû travailler ailleurs et se sont dit que c'était pas finalement plus mal ailleurs que ce qu'ils faisaient avant en termes de conditions de travail et de revenus. On arrive à la fin de notre échange. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, j'ai peut-être juste 2 questions avant de terminer, mais on parlait des premiers de cordée pendant le Covid qui ont été mis en avant justement parce que c'était ceux qui créaient encore du lien. Au final, c'était ceux qui étaient dans des emplois les plus importants, les plus nécessaires à nos quotidiens. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Donc cette quête de sens, elle
Enfin, cette question du sens des métiers, typiquement, là, qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'on ne parle plus des caissières, par exemple? Alors, c'est vrai qu'il y a une reconnaissance très forte, symbolique, parfois aussi, dans certains endroits, pour les caissières, bien réelles. Je me souviens quand j'étais confiné, on n'avait plus de contact pratiquement qu'avec des caissières. Et puis, je discutais avec mes amis, ma famille sur les contacts avec les caissières. Je me racontais des histoires de caissières, c'était drôle. Et on voyait bien que certains supermarchés avaient fait des efforts, avaient donné des primes, avaient été très rapides pour installer des plexiglas, des protections. Donc c'était une façon symbolique, mais aussi réelle, de reconnaître que les caissières avaient de la valeur, puisqu'on pouvait protéger leur vie, faire des investissements pour qu'elles ne soient pas en danger. Surtout qu'au début du Covid, on ne savait pas du tout quelle était l'ampleur et la gravité de cette épidémie. Et donc, par contre, d'autres magasins ont fait très peu d'efforts, n'ont pas donné de primes, parfois n'ont pas soutenu les caissières quand elles avaient des conflits avec les clients. Je me suis senti très peu reconnu. Donc déjà, il y avait une différence. Mais néanmoins, il y avait quand même une reconnaissance assez globale. On peut dire ça aussi des métiers soignants. On applaudissait les infirmières et les infirmières se sont senties vraiment très, très reconnues. On a fait une petite étude avec des collègues, on a interrogé des soignants au moment de l'implémentation de la campagne de vaccination. Ils expliquaient que dans un premier temps, finalement, c'était très dur parce qu'elles avaient peur pour elles, pour leur famille, elles avaient peur de contaminer leurs proches. La charge de travail émotionnelle et en temps était très élevée, mais qu'il y avait une sorte de pic émotionnel, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait beaucoup de contraintes et de peur, mais de l'autre côté, il y avait aussi beaucoup d'exaltation, de faire enfin quelque chose de très utile et d'être très reconnu. Elle racontait comment, aussi au niveau local, il y avait beaucoup d'entraide des petites entreprises, par exemple du BTP, apportaient des masques parce que l'hôpital manquait de masques. Ils avaient des masques aussi pour éviter les poussières, des masques qui étaient aux normes FFP2. Et donc, elles se sont senties il y avait ce sentiment d'être soutenu. Par exemple, je parlais de Peugeot tout à l'heure. Peugeot, les ouvriers de chez Peugeot qui étaient en chômage technique ont fabriqué des respirateurs pour des hôpitaux qui en manquaient. En fait, c'est cette idée de collectif. Voilà, cette idée de collectif, de soutien, que tout le monde était tourné vers un même objectif très fort. Et puis, très vite, en même temps, les ARS, au début, les agences régionales de santé, qui contrôlent et régulent les hôpitaux, entre autres, étaient totalement dépassés. Et donc, on laissait beaucoup de marge de manœuvre aux services. Et les services ont dû bricoler, et bricoler en interservice aussi, ce qu'ils n'avaient plus trop l'habitude de faire, travailler avec des gens d'autres services. Et dans beaucoup d'endroits, ça s'est plutôt bien passé. Et il y a le sentiment que on avait recréé un peu du lien social, du sens, de l'émulation, du collectif à l'hôpital. Voilà. Et au moment de la campagne de vaccination, les ARS ont repris le contrôle, ont imposé des choses extrêmement strictes, parfois totalement irréalistes. C'est-à-dire que on imposait un planning de vaccination, il n'y avait pas les doses dans les centres de vaccination. Donc, ça a créé des situations ubuesques parce que tout était géré par un prestataire extérieur. Sur les rendez-vous étaient gérés par un prestataire extérieur. Et donc, ça a totalement désorganisé parce qu'il y avait des gens qui étaient censés avoir eu un rendez-vous, mais qui n'étaient pas venus parce qu'il n'y avait pas les doses. Et ils étaient reconnus sur le logiciel comme ayant été vaccinés la première fois. Bon, tout était très désorganisé et ça a beaucoup déstabilisé. Et là, ils ont le sentiment de ne plus être reconnus. C'est-à-dire que le sentiment que les gens dans les bureaux qui les dirigeaient étaient dans un autre monde qu'elles et qu'il n'y avait plus cet objectif commun qui était partagé. Et donc, effectivement, aujourd'hui, les premiers de cordée, plus encore ceux qui sont dans les métiers plus modestes, ont le sentiment que cette grande période d'exaltation, elle a un peu disparu, sauf peut-être encore une fois en région, dans les petites villes, où là, il y avait un lien social déjà qui existait plus fortement entre les caissières et la population qui venait dans les magasins. Pour conclure, très, très concrètement, comment ramener du sens dans nos vies professionnelles? Quels sont les leviers d'action? Alors, les leviers d'action, je dirais qu'il faut d'abord privilégier les motivations intrinsèques. Parce que si on se base que sur les motivations extrinsèques, comme je l'ai dit, on postule finalement que le travail n'arrive plus à créer du sens par lui-même. Donc les motivations intrinsèques, elles sont construites, portées par le collectif, par la transmission entre les salariés plus expérimentés et les plus jeunes. Ce don contre don aussi, chacun a apporté des choses et chacun est fier. Quand j'interroge des retraités, certains me disent « mon regret, c'est que j'ai pas pu transmettre mon métier ».
il y a cette envie de transmettre son métier et ça renvoie aussi à un don contre don. Beaucoup me disent j'ai voulu transmettre mon métier parce que moi on me l'a transmis quand je suis arrivé. Oui. Et donc je me sens une obligation morale. Il y a aussi un plaisir, c'est pas simplement une obligation qui pèse, c'est aussi un plaisir de se dire ce qu'on a fait ça a de la valeur et cette valeur on va pas la perdre donc on va la transmettre aux personnes qui vont nous remplacer. Donc ne pas casser le collectif, ne pas traiter différemment les générations. D'un côté, les nouvelles générations parfois moins bien traitées parce qu'elles sont sur des emplois précaires, instables, où elles peuvent moins revendiquer parce que si elles revendiquent, le contrat ne sera pas renouvelé, on ne va pas les reprendre. Et parfois aussi, les entreprises cherchent à survaloriser des jeunes qu'on veut attirer parce qu'il y a un manque dans ce secteur-là d'activité. Et là aussi, on va créer des problèmes parce qu'on va créer des tensions avec les anciens qui disent moi, j'ai fait le bien de boulot depuis 10 ans, 15 ans, et puis il y a un petit jeune qui me passe devant. Pourquoi ? Et donc, il faut éviter ces tensions parce qu'elles cassent ce qui est le plus important, c'est cette construction du sens et cette transmission. C'est pour ça qu'on peut faire une différence entre ce qui peut attirer peut-être les jeunes et ce qui va les maintenir dans l'entreprise. Et c'est pas la même chose. Si on veut attirer des jeunes, on peut effectivement proposer des choses un peu bling-bling, tout un tas d'avantages extrinsèques. Si on veut les maintenir dans l'emploi, les former et profiter de ce qu'on les a formés à moyen terme, il faut plutôt miser sur les motivations intrinsèques, la transmission, le don contre don, la construction du sens. Et c'est aussi les perspectives de carrière, effectivement aussi pendant longtemps il y avait ce contrat implicite qui est au début tu vas peut-être faire les choses les plus intéressantes, tu vas peut-être faire des choses un peu moins plaisantes, peut-être plus pénibles physiquement. Dans les usines c'était très clair, jusqu'aux années 90 les jeunes faisaient les métiers les plus pénibles et les plus anciens on les mettait sur des postes moins pénibles où l'expérience était plus importante. Ça s'est cassé très fortement parce que d'une part l'usine on a arrêté de recruter. Donc, on n'a plus trop de jeunes. Les gens ont vieilli sur place, si on peut dire. Et donc, il a bien fallu qu'on mette des personnes plus âgées. Et quand on s'est mis à recruter, les entreprises ont voulu recruter des gens tout de suite performants sur les nouvelles techniques. On en a recruté des gens avec des bacs pro, des BTS. Et donc, on les a mis sur des métiers plus qualifiés et moins pénibles physiquement. Et là, ça a créé un grand sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on avait des personnes qui étaient usées par le travail, qui avaient 45, 50 ans, et qui voyaient des jeunes qui faisaient une activité beaucoup moins physique. Et c'est mais pourquoi, alors qu'avant, les jeunes qui étaient en forme, on leur donnait les tâches les plus dures, pourquoi maintenant, ça, c'est fini. Donc vraiment, ne pas oublier l'intergénérationnel qui est un peu, le nerf de la vie sociale de l'entreprise. Si ça n'existe pas, la vie sociale de l'entreprise risque d'être grippée. Et donc, la construction du sens risque aussi d'être grippée. Ça me donne envie de vous poser plein de questions sur la place des seniors, enfin ceux qu'on appelle les seniors, c'est pas très valorisant, mais bon, dans les entreprises. Mais on n'a pas le temps, donc on s'arrêtera là. Merci beaucoup, Marc Loriol. Merci. On l'a entendu dans notre échange, du coup, la quête de sens au travail, c'est aujourd'hui une préoccupation majeure pour de nombreux salariés. On s'est demandé pourquoi, et notamment parce que la place du travail a évolué aussi dans nos quotidiens. On est passé d'un travail ouvrier, concret, à aujourd'hui des jobs tertiaires. Donc du résultat concret, tangible, à au final un sentiment de comment je peux dire ça, de remplaçabilité, d'inutilité. On peut être facilement remplacé. Mais est-ce que, au final, c'est un peu la question de notre échange, est-ce que cette quête de sens doit être apportée par l'entreprise? Est-ce qu'on doit attendre de l'entreprise de nous donner ce sens qu'on cherche? L'entreprise, en tout cas pour elle, c'est un défi. Elle doit trouver un équilibre. On en parlait avec les leviers d'action que vous évoquiez là à la fin de notre échange. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast. Merci Marc Loriol d'être venu. Je rappelle votre livre, L'addiction au travail, de la pathologie individuelle à la gestion collective de l'engagement, aux éditions Le Manuscrit. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.